5h17, heure locale, côté nord du détroit d'Ormuz. La première alarme ne ressemble pas à la panique. Elle ressemble à quelque chose de mécanique, de plat, de précis. Un signal court qui pulse à travers le centre d'information de combat de l'USS Abraham Lincoln. Les opérateurs radars fixent un écran qui vient de changer de forme. 3 contacts rapides se sont détachés de la côte iranienne et ont plongé vers le bas, rasant la surface à l'intérieur de la ligne de brouillage où la mer et le signal commencent à se fondre l'un dans l'autre. Sur la passerelle, personne ne parle pendant une seconde. Puis l'officier d'action tactique le dit. Profil anti-surface possible, cap multiple en approche. C'est suffisant. À travers le porte-avions, la routine disparaît instantanément. Les équipes du pont d'envol qui étaient à quelques secondes d'un cycle matinal standard se figent en plein mouvement, puis bougent vite. Non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Les gilets jaunes guident les aéronefs garés vers des positions d'arrêt d'urgence. Les gilets rouges foncent vers les chariots de munitions et les postes d'amarrage. Le haut-parleur craque au-dessus d'eux. Passez en condition défensive, rentrez le personnel exposé, dégagez immédiatement le pont d'envol. En dessous, 5000 âmes se trouvent désormais à l'intérieur d'un bâtiment qui vient de passer de navire de guerre à cible. L'USS Abraham Lincoln n'est pas seul. Il est le centre d'un groupe de frappe, une ville flottante enveloppée d'acier, de radars et de puissance de feu en couches multiples. En avant et sur ses flancs, 2 destroyers de classe Harlake Burke réagissent déjà. Leur système Aegis baleine vers l'extérieur, extrayant les contacts bas de la brume et construisant une solution de tir avant que la plupart des membres d'équipage à bord du porte-avions ne sachent pas même ce qui arrive. À 5h18, le tableau s'assombrit encore. Un U-2D Hawkeye en orbite au-dessus de la formation confirme ce que les radars de surveillance commencent à soupçonner. Les contacts ne sont pas des aéronefs, ce sont des traces de classe missile, rapides, très basses, coordonnées. Et derrière eux, plus loin à l'intérieur des terres, il y a un deuxième scintillement, une signature de lancement, puis une autre. Ce n'est pas un seul tir, c'est un package. À l'intérieur du centre d'information de combat, le compte à rebours de la distance s'effectue en chiffres durs. Les caps se mettent à jour. Les taux de fermeture se resserrent. Le navire ne tremble pas encore. Mais la tension à bord de l'Abraham Lincoln se propage comme de l'électricité à travers chaque couloir, chaque échelle, chaque écoutille verrouillée. Les marins sur les communications internes se répètent les mêmes mots sans émotion parce que l'émotion fait perdre du temps. Approche. Approche multiple. Sur la passerelle, le commandant garde la voix posée. Maintenez le cap. Les escortes engagent. Pas de cris, pas de discours, pas de mouvement inutile. Juste la doctrine. À 5h19, les premiers intercepteurs américains quittent les rampes. Loin sur le côté tribord, l'un des destroyers tire une paire de SM-2 en succession rapide. Le lancement illumine le matin pâle du golfe en blanc, puis disparaît dans la vitesse. Un second destroyer suit avec une autre paire. Depuis l'île du porte-avions, des marins regardent à travers l'eau et ne voient que de brèves traînées qui montent avant de s'aplatir vers l'horizon. Les escortes tirent au-delà du confort visuel. C'est à quel point c'est devenu réel tôt. Sur le pont d'envol, les équipes de tracteurs se blottissent pas à côté des Super Hornets, garés pendant que les équipes de munitions fixent le matériel libre. Une barre de remorquage glisse sur l'acier peint et percute un cale-roue. Personne ne se retourne pour regarder. Le pont n'est plus un lieu de lancement. C'est un lieu de survie. Puis le premier succès. L'un des missiles entrants disparaît dans un éclair, si lointain qu'il semble à peine connecté au porte-avions. Une étincelle blanche, puis un nuage de fragments, puis rien. Le centre d'information de combat l'enregistre instantanément. Contact détruit. Personne ne célèbre parce que le deuxième et le troisième arrivent toujours. Les équipes de guerre électronique à bord des escortes inondent l'espace de combat avec du brouillage, des signaux de l'orage, du bruit, de faux retours, tout ce qui peut briser le tableau terminal des missiles avant que les missiles ne puissent en construire un eux-mêmes. À bord de l'Abraham Lincoln, chaque console radar, chaque écran répéteur, chaque circuit vocal fait maintenant partie du même étroit intervalle de temps. 5h20, heure locale. L'un des contacts restants descend encore plus bas, si bas que pendant 3 secondes, il disparaît dans le fouillis de mer. C'est là que la température change à bord du porte-avions.
Les opérateurs radars cessent de sonner cliniquement. Pas paniqués, juste plus aigus. L'un d'eux se penche plus près de l'écran, cherchant le retour. Un autre demande confirmation au Hawkeye en altitude. La réponse revient immédiatement. Attendez. Attendez. Ces 3 secondes semblent plus longues que les 3 dernières minutes. Puis le contact revient, plus proche, toujours vivant. Aegis recalcule. Un autre intercepteur est lancé. Les tourelles CIWS à bord des escortes commencent à tourner lentement. Leur dôme blanc pivote avec une intention froide vers une menace encore trop loin pour les canons, mais plus assez loin pour être ignorée. Les marins au niveau supérieur de l'Abraham Lincoln entendent le sifflement caractéristique des systèmes qui s'éveillent, le genre de son qui signifie que la dernière couche se prépare au travail. La passerelle reste immobile. Le commandant observe le répéteur tactique. Le porte-avions maintient sa formation. Pas de virage, pas de panique visible, juste un bâtiment de guerre de 100 000 tonnes avançant dans le détroit étroit pendant que l'acier, le logiciel et le timing courent pour tuer ce qui arrive. À 5h21, un autre éclair illumine l'eau. Un autre interception, un autre missile détruit, mais pas le dernier. Un contact survit à la 2e coupure défensive et continue d'avancer. Sa vitesse inchangée, son altitude effilée au-dessus de la mer comme un rasoir. Les escortes ont quelques secondes pour le résoudre. L'équipage du porte-avions le sait maintenant. On peut le sentir dans le silence entre les appels radio, dans la façon dont les hommes sur le pont d'envol regardent au-delà de l'île vers l'horizon, dans la façon dont personne ne dit ce qui se passe si celui-ci passe. La distance s'effondre, le temps se comprime, et à moins de 20 secondes du terminal, un contact arrive toujours. À 5h21, heure locale, un contact arrive toujours. Il est maintenant à l'intérieur du type de portée où personne à bord d'un porte-avions ne confond la procédure avec le confort. Dans le centre d'information de combat de l'USS Abraham Lincoln, la trace survivante n'est plus seulement un symbole sur un écran. C'est un compte à rebours. Vitesse stable, altitude presque collée à la surface. Cap verrouillé sur le secteur avant du groupe de frappe. Le destroyer d'escorte le plus proche de la menace n'attend pas. Sa tourelle CIWS avant s'ouvre en premier. Le canon à 6 canons monte en régime avec ce cri mécanique montant caractéristique. Un son que chaque marin de la flotte connaît, même s'il ne l'a entendu qu'à l'entraînement. Puis il tire. Un flux de tungstène déchire l'aube, invisible d'abord, puis visible uniquement par ce qu'il fait. La mer devant la formation explose en une ligne serrée d'éclaboussures. Une fraction de seconde plus tard, le missile entrant éclate en morceaux à moins d'1 mille de la proue du porte-avions. La boule de feu basse et violente, dispersant des débris enflammés à travers l'eau dans un éventail de fumée et d'éclats. Les fenêtres de la passerelle de l'Abraham Lincoln tremblent sous le choc. Personne à bord ne l'appelle une quasi-collision, mais tout le monde sait que c'en était une. Puis le tableau se complique encore. Parce que pendant que les marins sur le pont d'envol regardent encore des fragments noirs tomber dans le golfe, le radar de recherche de surface détecte un second problème se formant beaucoup plus près de la ligne de flottaison. Contact rapide, multiples petites coques, grande vitesse émergeant de caps séparés près du côté iranien du détroit et convergeant vers le groupe de frappe comme une main qui commence à se fermer. Des embarcations d'attaque rapides. À 5h22, ce qui avait été une embuscade de missiles anti-surface devient quelque chose de plus large et de plus dangereux. Un assaut en couche. Missiles depuis la côte, pression d'essaim depuis la surface. Tout à l'intérieur de l'une des voies navigables les plus étroites et les plus sensibles de la Terre. Le genre de géométrie qui laisse très peu de place à l'hésitation et encore moins aux erreurs. À l'intérieur du centre d'information de combat, les opérateurs divisent leur attention sans perdre le tempo. Les traces aériennes restent sur les écrans supérieurs. Les contacts de surface apparaissent en dessous. Les caps sont annoncés l'un après l'autre. 6, puis 8, puis 10. Tous ne sont pas armés, tous ne sont pas engagés, mais suffisamment d'entre eux se déplacent avec intention pour forcer une réponse. L'une des escortes se déplace légèrement vers l'extérieur depuis le quartier tribord du porte-avions. Ce n'est pas un mouvement dramatique, c'est un mouvement protecteur, une manœuvre d'écran. Silencieux, délibéré. Le destroyer se place entre le porte-avions et les petits bateaux en approche
utilisant ses canons, ses capteurs et sa simple présence pour élargir la zone d'engagement avant que l'essaim ne puisse la comprimer. Sur la passerelle de l'Abraham Lincoln, le commandant donne l'ordre suivant. Prévenez-les une fois. Les transmissions de passerelle à passerelle partent immédiatement sur les canaux ouverts. Embarcations militaires iraniennes approchant de la formation navale américaine. Vous approchez de façon non sécurisée. Changez de cap immédiatement. Le message est répété. Pas de réponse. Les bateaux continuent d'avancer. À travers les optiques longue portée, ils semblent petits contre le matin du Golfe. Difficile de croire que quelque chose de cette taille pourrait menacer un porte-avions à propulsion nucléaire. Mais les marins qui les observent ne sous-estiment pas ce que des vedettes rapides peuvent faire dans des eaux confinées. Surtout quand elles sont armées de roquettes, de mines ou de missiles anti-surface à courte portée. Il ne faut pas un croiseur pour commencer un incendie sur un pont d'envol bondé. Il faut une seule ouverture. À 5h23, les pales de rotor commencent à tourner à bord du porte-avions. Un MH-60 Seahawk en attente est complètement réveillé. Son équipage sprint à travers la séquence de démarrage pendant que les équipes de pont dégagent la zone immédiate et sécurisent le matériel libre sous un flux de vapeur de carburant et de souffle de rotor. À proximité, des FA-18 déjà positionnés pour le cycle matinal restent figés en place, ailes repliées, équipe d'armement blottie bas à côté d'eux, pendant que le navire passe de la posture de lancement à la posture défensive et revient en couche qui se chevauche. Ce chevauchement est là où vit la tension parce que le porte-avions ne peut pas simplement cesser d'être un porte-avions pour se défendre lui-même. Les aéronefs ont encore besoin d'espace. Les équipes de pont ont encore besoin de couloirs de circulation. Les escortes ont encore besoin d'arcs de tir dégagés. Chaque choix affecte 3 autres. À 5h24, le Seahawk décolle. Il s'arrache du pont et vire durement au-dessus de la formation, restant assez bas pour garder les yeux sur les véhicules rapides tout en alimentant les images en direct vers le groupe de frappe. D'en haut, le schéma est maintenant plus clair. Plusieurs bateaux iraniens ne font pas que s'approcher, ils se coordonnent. 2 restent larges, forçant les escortes à surveiller les flancs. 3 avancent vers l'intérieur à vitesse plus élevée. Un autre traîne derrière eux dans une ligne qui suggère le commandement et contrôle ou peut-être une mise en queue de missiles. Puis l'un des bateaux change de comportement. Sa proue se lève, la vitesse augmente. Un drap blanc de sillage se forme derrière lui. Sur les optiques, des mouvements d'équipage deviennent visibles autour de sa section avant. Pas un mouvement aléatoire, un mouvement délibéré. À l'intérieur du centre d'information de combat, le rapport est immédiat. Embarcation de tête accélérant. Possible préparation d'armement. Le destroyer protégeant le porte-avions répond en orientant son canon de 5 pouces de quelques degrés à bâbord. Pas en tirant, juste en montrant que ses stations d'armes télécommandées suivent. Le message est sans équivoque même sans mots. Vous franchissez la ligne, vous n'atteindrez pas le porte-avions. À 5h25, 2 Super Hornets déjà en l'air en patrouille de combat aérien sont redirigés plus bas. Ils descendent en surveillance armée, restant hors de portée imprudente, mais suffisamment proches pour que leurs capteurs travaillent le tableau de surface. Leur présence change l'échelle de la scène. Ce qui ressemblait à du harcèlement ressemble maintenant à un piège se resserrant sous couverture aérienne américaine. Pourtant, les bateaux ne rompent pas. Un autre avertissement radio part. Pas de réponse. L'embarcation iranienne de tête coupe encore plus vers l'intérieur, franchissant le seuil de la pression en une géométrie de menace indéniable. La distance s'effondre, les canons sont braqués, les caméras d'hélicoptères sont verrouillées, les radars de surface affinent chaque mouvement à la seconde. Et sur la passerelle de l'Abraham Lincoln, avec l'essaim maintenant complètement à l'intérieur de la distance d'engagement, la dernière incertitude disparaît. L'ordre d'engager n'est plus théorique. À 5h25, heure locale, l'ordre d'engager n'est plus théorique. L'embarcation d'attaque rapide iranienne de tête a franchi dans le genre de géométrie qu'aucun groupe de frappe de porte-avions n'ignore. Elle ne suit plus. Elle ne prend plus la pause, elle avance durement à travers la ligne défensive de la formation, avec un mouvement visible sur le pont près de la proue et 2 autres bateaux se fermant derrière elle en soutien décalé. Le destroyer de couverture agit en premier. Une salve d'avertissement courte depuis son système de canon avant claque dans l'eau devant l'embarcation de tête, projetant un mur d'eau assez haut pour être vu depuis le pont d'envol
de l'USS Abraham Lincoln. Ce n'est pas un raté, c'est un message. Rompez maintenant. Le bateau iranien ne rompt pas, il continue d'avancer. C'est toute la confirmation dont le groupe de frappe a besoin. À 5h26, le destroyer tire pour l'effet. Les premières salves atterrissent juste à l'arrière de la proue de l'embarcation rapide, puis progressent directement dans la coque. À travers les optiques longue portée et les images d'hélicoptères en direct, les marins à bord du porte-avions regardent le bateau se secouer violemment pendant que des fragments et des éclaboussures jaillissent vers l'extérieur de sa midsection. Son sillage s'effondre presque immédiatement. Une seconde, il charge, la suivante, il est mort dans l'eau, roulant légèrement à bâbord avec de la fumée s'élevant de la poupe. Les deux bateaux de traîne réagissent immédiatement. L'un vire brusquement, projetant un croissant d'eau blanche en se détournant du couloir d'approche. L'autre hésite une demi-seconde de trop. Le Seahawk en altitude descend plus bas, non pas pour tirer, mais pour dominer l'espace visuel, le souffle de rotor martelant la mer pendant que l'équipage braque optique et armes sur l'embarcation plus petite. Sous cette pression, le second bateau rompt également, se retournant vers le côté iranien du détroit. Mais l'essaim n'est pas parti. Plus loin, 3 contacts supplémentaires restent larges et rapides, se déplaçant toujours dans des schémas qui forcent les escortes à respecter leur portée et leur intention. L'un des destroyers américains se repositionne, gardant sa coque entre le porte-avions et le tableau de surface qui s'élargit. Un autre tient position sur le quartier bâbord, préservant l'alignement de défense aérienne tout en se préparant à soutenir le feu de surface si les bateaux se regroupent. À l'intérieur du centre d'information de combat de l'Abraham Lincoln, personne ne traite le désengagement comme une fin propre parce que ce n'en est pas une. Les opérateurs de guerre électronique se concentrent maintenant sur quelque chose au-delà des bateaux eux-mêmes. Pendant l'attaque de missiles et la ruée de surface, de multiples émissions étroites ont été détectées depuis la côte iranienne. Pas du bruit radar aléatoire, pas du trafic civil, des signaux structurés répétés de qualité contrôle de tir ou suffisamment proches pour qu'il importe. Le genre d'émission qui suggère que les bateaux n'ont jamais été l'arme principale. Ils étaient la couche de pression, la distraction, la pièce en mouvement destinée à maintenir les yeux américains vers l'avant pendant que quelque chose sur la côte construisait le prochain tir. À 5h27, ce soupçon se durcit. Le I-2D Hawkeye au-dessus de la formation pousse de nouvelles données dans le réseau du groupe de frappe. L'historique des traces s'aligne. Les signatures de lancement de missiles, l'activation des radars côtiers, le mouvement des embarcations de surface, tout cela est lié à un étroit corridor le long de la côte iranienne où des systèmes anti-surface mobiles pouvaient opérer depuis des sites préparés puis se relocaliser avant qu'une réponse retardée ne puisse les atteindre. C'était coordonné depuis la Terre. Sur la passerelle, le commandant de l'Abraham Lincoln entend le rapport sans changer d'expression. Identifier le corridor de lancement. Préparer les options de contre-frappe. C'est le pivot. Jusqu'à ce point, le groupe de frappe de porte-avions a absorbé, couvert, intercepté, averti. Maintenant, le centre de gravité se déplace, non pas loin de la défense, mais à travers elle. Le navire ne combat plus seulement ce qui est devant lui. Il se prépare à atteindre en arrière et à couper la main qui a lancé le coup. À 5h28, le pont d'envol change à nouveau de caractère. Ce qui avait été un patchwork gelé d'aéronefs sécurisés et d'équipes de pont accroupies commence à bouger avec détermination. Pas de routine ouverte, une urgence contrôlée. Les gilets jaunes rétablissent des couloirs de taxi étroits. Les gilets rouges déplacent les munitions avec une vitesse pratiquée. Les gilets marrons guident les Super Hornets armés vers les catapultes pendant que les maintenanciers dégagent la voie de lancement centimètre par centimètre. Il n'y a pas de mouvement gaspillé, parce qu'il n'y a pas de temps en réserve. À proximité, un EA-18G Growler est également avancé. Cela compte. Un Growler signifie que cette prochaine phase ne concerne pas seulement les bombes. Il s'agit d'aveugler les radars, de briser les liens de commandement, de confondre les capteurs, de faire s'effondrer le tableau de l'ennemi avant que l'acier n'atteigne jamais la cible autour de lui. Des FA-18 configurés en frappe sont préparés avec des munitions à guidage de précision adaptées aux véhicules lanceurs, aux fourgons radars et aux points de commandement fortifiés. L'aile aérienne ne lance pas dans un vide. Elle lance dans un espace de combat qui a déjà montré ses dents. Puis une autre frayeur. À 5h29,
une alerte sous-marine retentit brièvement sur l'une des escortes. Probablement fausse, peut-être pas. Dans ces eaux, même un contact sous-marin momentané suffit à glacer une équipe de quart. Un équipage d'hélicoptères accuse réception et marque la donnée. Pendant 30 secondes, le groupe de frappe doit envisager la possibilité que l'attaque pourrait avoir porté une troisième couche sous la surface. Cela disparaît aussi vite qu'il est apparu, mais il a fait son travail. Personne à bord du porte-avions ne croit maintenant que ce matin se terminera avec un bateau brisé et quelques missiles interceptés. Le premier Super Hornet pénètre dans la position finale. La vapeur monte. L'équipage de pont s'accroupit et pointe. L'officier de tir s'incline, touche le pont et projette l'aéronef dans le ciel du matin. Puis un autre et encore un autre. L'un après l'autre, les chasseurs de frappe américains montent au-dessus du golfe, se tournant non pas vers les eaux ouvertes, mais vers le corridor côtier où les signatures de missiles ont d'abord pris vie. En dessous d'eux, l'Abraham Lincoln continue d'avancer. Toujours entouré d'escortes, toujours à poste de combat, toujours suffisamment vulnérable pour exiger de la discipline. Mais l'ambiance a changé. Ce qui avait commencé comme une embuscade en mer était sur le point de devenir une chasse vers la côte. À 5h31, heure locale, les premiers aéronefs de frappe américains sont déjà sur la terre ferme, selon leurs capteurs, mais toujours bas au-dessus du golfe. Ils ne se précipitent pas vers l'intérieur dans une ruée dramatique. Ils construisent d'abord le tableau. Un EA-18G Growler mène le bord extérieur du package. Sa mission n'est pas de détruire, mais de distordre. Derrière lui, les Super Hornets maintiennent un espacement discipliné. Émission radar contrôlée, pod de ciblage scannant le corridor côtier étroit où la chaîne de frappe du groupe avait d'abord révélé son existence quelques minutes plus tôt. La côte du sud de l'Iran commence juste à brûler à travers la brume de l'aube. À bord du Growler, l'équipe de guerre électronique commence à travailler immédiatement. Les signaux qui semblaient propres et confiants quand ils guidaient des armes vers la mer commencent maintenant à se plier sous la pression. Les radars de recherche côtiers vacillent. Les faisceaux de suivi deviennent instables. Les fréquences de commandement s'épaississent de bruit. Dans les airs, ce genre de perturbation n'est pas bruyant. C'est clinique, invisible. Mais au sol, cela crée de l'hésitation. Et l'hésitation à l'intérieur d'une batterie de missiles est souvent la première étape vers l'échec. De retour sur l'eau, l'USS Abraham Lincoln et ses escortes restent en posture défensive complète. Rien n'est relâché. Le porte-avions continue d'avancer sous surveillance de chaque angle. Tourelle CIWS orientée vers l'extérieur. Escorte préservant l'espacement. Hawkeye toujours en cercle au-dessus pour s'assurer que le package de frappe ne dépasse pas la compréhension de l'espace de combat par la flotte. Parce que même pendant que les aéronefs américains poussent vers la côte, tout le monde dans le groupe de frappe sait que l'Iran peut encore avoir un autre tir prêt quelque part derrière une ligne de dunes ou un blindage en béton. À 5h33, la première cible est confirmée. Un système radar côtier mobile niché près d'un corridor de lancement préparé, partiellement dissimulé, mais pas assez. Le pod de ciblage voit de la chaleur là où il ne devrait pas y en avoir. Des véhicules regroupés en rythme militaire. La géométrie d'antenne incompatible avec le trafic civil. Les données de traces antérieures du Hawkeye s'alignent presque parfaitement avec l'emplacement. Le chef de frappe ne raconte pas. Il appelle ce qui compte. Véhicule radar identifié. Cible valide. Le premier Super Hornet s'incline légèrement et lâche. La bombe tombe proprement, guidée, délibérée, et quelques secondes plus tard, la ligne côtière flash dure en blanc, puis en orange. À travers le pod de ciblage, le véhicule radar disparaît dans un nuage de débris et de poussière qui se déploie. Un scintillement secondaire suit depuis un camion de soutien proche. Pas massif, juste assez pour suggérer du carburant stocké ou des équipements électroniques qui s'embrasent. La chaîne de frappe a commencé à s'effondrer. À 5h34, un second site s'anime plus à l'est. Celui-ci est plus dangereux. Pas seulement un nœud radar, mais ce qui ressemble à une position de lanceur, probablement préparé pour l'utilisation de missiles anti-surface et orienté vers l'eau. Le lanceur lui-même est partiellement caché, mais les signatures autour de lui sont maintenant sans équivoque une fois que les Américains savent ce qu'ils cherchent. Traces de véhicules, fourgons de soutien, filets de camouflage, une route d'accès étroite menant directement vers un terrain plus dur.
Le Growler se penche plus durement dans le spectre. Le brouillage s'intensifie. Le site iranien essaie de répondre. Une courte salve d'activité de contrôle de tir pointe, puis vacille. Pendant quelques secondes, l'un des Super Hornets reçoit un ton d'avertissement dans le cockpit. Pas un lancement. Pas encore, mais un verrouillage suffisamment fort pour rappeler à chaque pilote du package que la côte se bat toujours. La réponse est immédiate. Un second Hornet désigne une autre cible. L'acier guidé de précision tombe sur le site du lanceur et l'effet est violent. Cette fois, l'explosion secondaire est impossible à mal lire. La détonation perce vers l'extérieur et vers le haut, suivie d'une colonne noire roulante qui se répand au-dessus de la ligne côtière. Carburant de missiles, munitions. Quelque chose de substantiel avait été garé là et maintenant c'est parti. Dans le cockpit, personne ne célèbre. Il continue de chercher. À 5h36, le package de frappe se déplace vers le sud, le long du corridor. L'objectif n'est plus seulement la représaille, c'est le démantèlement. Radar, lanceur, liaison de commandement, véhicule de rechargement, toute partie du système capable de reconstruire l'attaque. À l'intérieur de l'heure suivante, un autre site apparaît près d'une ligne de crête basse. Plus petit, plus difficile à classifier. L'aéronef de tête effectue un cercle juste assez pour que le pod de ciblage se stabilise. Puis l'image infrarouge se précise. Les portières de véhicules s'ouvrent. Du personnel se déplace. Un mât de communication se rétracte à la hâte. Poste de commandement. Le chef de frappe l'appelle. L'autorisation vient vite. La troisième frappe est la plus propre de la matinée. L'arme frappe juste à côté du groupe de véhicules de commandement et le souffle qui s'ensuit se répercute à travers le site en une chaîne de détonation et de structures qui s'effondrent. La poussière et la fumée engloutissent la crête. Tout ce qui coordonnait les lancements depuis ce point ne coordonnera plus rien d'autre ce matin. Et pourtant, le danger n'est pas terminé. À 5h38, un Super Hornet reçoit un nouveau pic d'avertissement depuis l'intérieur des terres. Une autre poche de défense aérienne iranienne. Plus loin en arrière, toujours vivante, le pilote vire légèrement, garde le nez stable et navigue au bord de l'enveloppe pendant que le Growler couvre à nouveau le secteur. Pas un missile ne quitte la rampe, pas un aéronef n'est touché. Mais le message est clair, c'est toujours un espace aérien contesté, même si seulement par moment. Au-dessus du Golfe, le centre d'information de combat de l'Abraham Lincoln surveille les transmissions et les mises à jour en temps quasi réel. Chaque frappe réussie élargit l'espace de manœuvre du groupe de porte-avions. Chaque nœud radar détruit réduit les chances d'une autre salve entrante. Chaque lanceur effacé de la côte signifie moins de secondes volées à la prochaine équipe de quart. Moins de vies suspendues à un dernier interception. À 5h40, le réseau de menaces côtier iranien n'est plus cohérent. Il peut encore rester des armes isolées. Il peut encore y avoir des bateaux sur l'eau, mais la structure coordonnée qui avait ouvert le matin avec des lancements de missiles et de la pression d'essaim se décompose sous la force américaine en couches multiples. Non pas par le spectacle, mais par le processus, détection, brouillage, identification, précision, répétition. Les aéronefs de frappe entament leur virage vers le Golfe. En dessous d'eux, la fumée dérive sur le corridor de lancement. Derrière eux, la côte est plus silencieuse. Et pour la première fois depuis que la première trace entrante est apparue, l'USS Abraham Lincoln ne réagit plus au combat. Il le dicte. À 5h42, heure locale, la fumée n'est plus au-dessus de l'eau. Elle est sur la ligne côtière. Depuis la passerelle de l'USS Abraham Lincoln, l'horizon en avant commence à se dégager. Mais du côté iranien du détroit, des colonnes sombres s'élèveront toujours en bandes minces et irrégulières, là où le package de frappe avait traversé le corridor de lancement quelques minutes plus tôt. Le porte-avions continue d'avancer, pas de virage brusque, pas de retraite, juste un transit régulier à travers une voie navigable qui avait essayé de devenir mortelle avant l'aube. Sur le pont d'envol, le premier signe que le groupe de frappe a retrouvé le contrôle n'est pas des acclamations. C'est du mouvement. Les gilets jaunes remontent dans les couloirs. Les gilets marrons guident les aéronefs vers les positions de récupération. Les gilets rouges se déplacent soigneusement à travers le labyrinthe de munitions enchaînées et de chariots de soutien, restaurant l'ordre là où quelques minutes plus tôt, des hommes s'étaient blottis bas sous la menace d'un impact.
Au-dessus d'eux, les équipes de câbles d'arrêt se préparent pour les aéronefs qui reviennent comme si c'était n'importe quel autre cycle de combat. Mais ce n'en est pas un. La différence est dans les visages, dans le rythme, dans la façon dont chaque marin garde un œil fonctionnant au-delà de sa propre tâche. Parce que tout le monde à bord de l'Abraham Lincoln sait exactement ce qui a failli se passer. 5000 personnes avaient commencé la matinée à bord d'un aérodrome flottant dans l'une des voies navigables les plus étroites et les plus exposées de la Terre. Avant que le lever du soleil n'ait complètement brûlé à travers la brume, ce navire avait pris une attaque coordonnée depuis la côte et depuis la mer. Missiles anti-surface, embarcations d'attaque rapide, pression en couche conçue pour comprimer le temps et forcer une erreur. Elle avait échoué. Non pas parce que le porte-avions était intouchable, non pas parce que le risque était exagéré, mais parce que le système autour de lui avait fonctionné. À l'intérieur du centre d'information de combat, le combat est déjà transformé en enregistrement. Les traces de missiles sont rejouées, les temps d'engagement sont consignés, les émissions radar sont triées par séquences et sources, les circuits vocaux sont archivés, chaque changement de cap de chaque bateau iranien, chaque pic de chaque capteur côtier, chaque seconde entre la détection du lancement et l'interception est inscrite dans le genre de journal qui survit au bruit de la matinée et en raconte la véritable histoire. C'est ainsi que la marine se souvient, non pas en manchette, en horodatage. À 5h45, le premier Super Hornet du package de frappe revient au-dessus de la formation. Puis un autre, et encore un autre. L'équipage du pont les regarde descendre l'un après l'autre. Les crochets attrapent l'acier, les moteurs rugissent. Puis chaque jet est piégé, dégagé et mis à l'écart pour remise en état pendant que les équipes d'intelligence et de maintenance qui les attendent déjà arrivent. Les pilotes ne sortent pas dans le triomphe. Ils sortent dans des comptes rendus, des signaux de la main, des mots rapides aux équipes de renseignement et aux équipes de maintenance qui les attendent déjà. Ce qui comptait là-dehors est maintenant converti en la prochaine couche de préparation. Un aviateur pointe vers la côte en quittant le pont. Un maintenancier hoche la tête une fois. Plus besoin d'en dire davantage. Sur l'écran extérieur, les escortes cherchent toujours. Le destroyer qui avait brisé l'embarcation d'attaque rapide de tête reste décalé du quartier du porte-avions. Son radar balai, ses canons orientés vers l'extérieur, son équipage traitant le calme exactement comme les marins disciplinés traitent toujours le calme après contact, comme temporaire. Un autre destroyer tient position du côté opposé de la formation, préservant la même posture de défense en couche qui avait gardé le porte-avions en vie quand les premières traces de missiles étaient apparues. Personne n'assume que l'ennemi en a terminé. Ils assument seulement que l'ennemi est blessé. À 5h48, les premières évaluations des dommages causés au combat commencent à se durcir. Le site radar mobile détruit, le corridor de lanceurs frappé, le nœud de commandement touché, l'essaim de surface brisé avant qu'aucun bateau ne puisse pénétrer l'anneau intérieur du porte-avions. Aucun dommage catastrophique au groupe de frappe. Aucun impact réussi sur le porte-avions. Un champ de débris mineur à la poupe, là où la dernière interception de près avait péri au-dessus de l'eau. Sur le papier, cela se lira comme contrôle restauré. En termes humains, cela se lit différemment. Cela se lit comme 20 secondes jusqu'au terminal. Cela se lit comme des hommes sur un pont d'envol regardant fixement l'horizon pendant qu'une trace continuait d'avancer. Cela se lit comme du tungstène, du brouillage, du timing et de la discipline tenant la ligne. À 5h50, le détroit d'Ormuz semble à nouveau presque normalement trompeur. Les couloirs de navigation restent ouverts. L'eau se déplace sous la lumière du matin. La proue du porte-avions continue de creuser vers l'avant. Et de loin, le groupe de frappe pourrait même sembler assez composé pour suggérer que rien ne s'était passé du tout. Mais cette illusion appartient seulement à la distance. À l'intérieur de la formation, tout le monde comprend le message qui vient de passer dans ses eaux. L'Iran n'avait pas tiré sur un symbole dans l'abstrait. Il avait tiré sur une machine vivante. Marins, pilotes, escortes, aéronefs, équipes radar, équipes d'hélicoptères, opérateurs de guerre électronique, état-major de commandement et manutentionnaires de pont. Tous liés dans une seule doctrine construite pour le moment exact où l'avertissement se transforme en impact et où la survie devient un sport d'équipe mesuré en secondes. L'attaque avait été réelle. La réponse aussi. Aucun discours n'a été prononcé sur le circuit 1MC. Aucune grande déclaration n'a retenti sur la passerelle.
L'USS Abraham Lincoln n'en avait pas besoin. Il avait fait ce qu'un groupe de frappe de porte-avions américain est construit pour faire. Absorber le premier choc. Garder le centre intact. Briser la chaîne de frappe, reprendre l'initiative, poursuivre la mission, et cela, plus que la fumée sur la côte ou l'épave dans l'eau, c'est ce qui a changé de main ce matin-là. Pas seulement la puissance de feu, le contrôle. À 5h52, heure locale, le porte-avions est toujours en route. Les jets cyclent à nouveau. Les escortes maintiennent leur espacement. Les radars continuent de balayer chaque bande et chaque cap. Derrière le groupe, le champ de débris dérive et s'éteint. Devant lui, le détroit se resserre dans plus d'incertitudes. Mais l'incertitude n'appartient plus seulement aux Américains. L'Iran avait visé un symbole. Ce qu'il avait frappé à la place était un système construit pour survivre au premier coup et délivrer le dernier.